Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Olivier, Salut Philippe, ça va? ça va et toi? Bah ouais, super bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, on parle de cinéma, Cinéma, pour changer. ouais. À émission, à chaque fois je dis émission spéciale, mais chaque émission sera de toute façon spéciale, On l'espère. avec des thématiques certes juridiques, mais toujours un petit peu décalées. Ouais. Donc aujourd'hui, on voulait parler de certains films qui nous ont marqués, qui soulèvent pas forcément des problématiques juridiques, mais des petits points qui sont intéressants. Ah bah si, des problématiques juridiques à travers l'utilisation surtout de nouvelles technologies. Comment, on peut analyser ces technologies, qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça donnerait dans le monde actuel au vu des lois qui existent. Absolument. Et quel débat ça peut susciter. Exactement. Très actuel. Premier film. C'est moi qui commence. Allez, tu commences. Alors moi j'avais choisi Minority Report. Très bon film. Film sorti en 2002 qui avait été réalisé par Spielberg avec Tom Cruise. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne s'en souviennent pas, c'était un film qui se passait en 2054 dans une société du futur. Et le principe du film, c'est que le meurtre a été éradiqué grâce à un système de détection préventif. C'est-à-dire qu'avant même que le crime ne soit commis, on a 3 humains qui sont dotés d'un pouvoir de vision, qui voient les images des meurtres et qui les transmettent à une brigade de police qui est dirigée par Tom Cruise. Et sauf qu'un jour, on lui envoie sa propre image et il se voit en train d'assassiner un étranger 36 heures plus tard. Ah ouais. Du coup, le principe du film, c'est qu'il prend la fuite pour essayer de trouver la future victime, comprendre qui est-ce qui doit la tuer, pourquoi il a cette vision, est-ce que c'est un bug du système ou est-ce que c'est effectivement ce qui va se passer. Donc tout le film est là-dessus. Et alors, indépendamment de cette problématique de justice prédictive, il y a une scène qui m'avait pas mal marqué. Donc en fait, il faut se remettre un peu dans l'état d'esprit du film. Tu as Tom Cruise qui est hyper en stress parce qu'il a vu les images. Il se demande si ses collègues ne l'ont pas vu également, donc s'il n'est pas recherché. Ah, est-ce qu'il est seul quand il découvre ça, c'est ça? Ouais, alors je crois qu'il n'est pas tout seul, mais en tout cas, il est le seul à voir les images, quoi. Donc il essaie de faire en sorte que ses autres collègues ne les voient pas. Et du coup, il prend la fuite. Et il rentre dans une espèce de galerie marchande. Je crois que c'est un aéroport. Et en fait, comme c'est une technologie du futur, il y a toute une scène où il traverse la galerie. Et en fait, tu as des hologrammes qui apparaissent. Qui font des publicités, mais en fait c'est assez intrusif, c'est-à-dire que il se balade, t'as une espèce de caméra qui le reconnaît grâce à ses yeux, et du coup ils lui font monsieur Alderson, est-ce que vous voulez pas prendre une bière? C'est très ciblé en fait. C'est hyper ciblé, c'est du marketing ciblé, mais plus. Donc quand il arrive, on sait qui il est, on sait ce qu'il est, mais il lui propose les bons produits avec des hologrammes. Exactement, et du coup je te propose d'écouter l'extrait pour qu'on se remette bien dans le film. C'est parti. A road diverges in the desert. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you Good evening, John. You can move the old-fashioned John Anderton provides gourmet cuisine. John Anderton, you could use a Guinness right about now. Stressed out, John Anderton. escape from it all, Harrison. Get away, John Anderton. Forget your troubles. Alors on n'a pas les images. On n'a pas les images, mais alors par contre oui, donc c'est John Anderton, c'est comme ça qu'il l'appelle, et globalement le message est noyé dans le brouhaha de tous les messages. Mais on sent, ça fait beaucoup penser à parfois l'expérience qu'on peut avoir sur Internet ou même dans la vraie vie, avec vraiment le flux publicitaire, les pubs ciblées qu'on a, les pop-up qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent dans tous les sens. Au Plus tout début ou moins d'Internet, on avait un peu personnalisé, ça. mais Dès que ouais. tu surfais, tu avais des gros trucs, tu avais de la musique, tu avais machin qui te prenait toute la taille de ton écran, c'était l'enfer. Et du coup, là, ce qu'on voit dans cet extrait, c'est qu'il avance et qu'on voit une publicité pour une voiture Lexus, ensuite pour une montre Bulgari, ensuite pour la bière Guinness, ensuite pour des cartes de paiement American Express. Et à chaque fois, il est interpellé en utilisant son propre nom, donc ce qui est, sachant que lui, il est en état
extrait, ça joue un peu sur, Ouais. Il y sur a ce le truc-là, son, parce il y a que- les images, il y a Exactement. vraiment tout. Et Quoi. pour le spectateur, tu as un peu l'impression qu'en fait le mec va se faire griller parce que tout le monde crie son nom. Et en gros, tu comprends après coup qu'il n'y a que le destinataire qui peut entendre le message. Ah, je me rappelais pas de ce détail-là. Bah, D'accord. non, c'est vraiment une micro-scène, mais j'avais trouvé ça assez Ouais, marrant. Voilà, c'est en Ah, termes c'est de ciblé et futur de la... c'est personnalisé. Et il y a que lui qui l'entend en fait. Exact. Bah, ouais, petit bémol là-dessus, parce que je me souviens d'une autre scène après où il se fait greffer les yeux et je crois qu'il y a une autre cliente qui arrive Ah oui, c'est et vrai. tu entends le message qui lui est adressé. Et Donc d'ailleurs, peut-être que... la grève d'yeux, il me semble que c'est une manière de reconnaître l'identité de Exactement. la personne. Ouais, c'est à travers les yeux. Et donc c'était bien avant la reconnaissance avec Face ID que les smartphones peuvent proposer Ouais. maintenant. Donc ça y est, Mais du on coup, y est. très visionnaire comme film. Très visionnaire. Et, Absolument. et concrètement, enfin d'un strict point de vue juridique, on a là une activité de profilage. Et le profilage, ça a été récemment encadré par le nouveau règlement européen, celui qui va rentrer en vigueur en mai 2018, et qui définit cette activité. Donc c'est toujours bien quand on a une définition légale, ce qui permet d'un peu savoir quels sont les critères pour définir tel ou tel type d'activité, et donc qu'est-ce qui est compris et qu'est-ce qui est exclu. Et là, en l'occurrence, on est considéré comme profilage un traitement automatisé qui consiste à utiliser des données personnelles pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique. Donc, dans un jargon moins juridique, on collecte des données qui concernent un individu pour le catégoriser. Pardon. Mm. Exemple, c'est une femme de 30-35 ans, elle est mariée, elle vit en milieu urbain, elle est mère de famille, elle aime la course à pied, etc. etc. Donc, on a des espèces de petits... Ça, c'est du profilage. Ouais, exactement. Et ensuite, on propose de la publicité ciblée. Exemple, je fais une recherche sur un moteur de recherche pour acheter de nouveaux souliers de course. Et le lendemain, en consultant un réseau social, une publicité me propose une offre intéressante pour un nouveau modèle de chaussures d'une marque très populaire chez les femmes dans la trentaine. Donc voilà, on a collecté les données et ensuite on pousse un message un peu adapté. Donc on n'a qu'à imaginer maintenant la même scène dans le cinéma français avec les règles du droit français. Donc ça donne un truc. Moi, je vois bien Gilles Lelouch. Gilles Lelouch à la place de Tom Cruise. Et du coup, il se baladerait dans une galerie marchande. Et du coup, on aurait un message publicitaire, par exemple, pour Kiabi. La mode à petit prix où il présenterait la nouvelle. Mais tout de suite, c'est un peu moins classe quand même, non Là, pour moi, on n'est plus dans le futur, quoi. On a fait 10 ans en arrière. Non. Mais du coup, les règles en matière de publicité qui sont posées par le règlement européen, justement, pour tout ce qui est profilage et marketing. Et retargeting. Ouais, c'est ça. Donc, la première étape, c'est clairement donner son consentement pour la collecte des données à des fins de profilage. Donc, ça ne doit pas être fait à l'insu de la personne. On ne peut pas juste le filmer ou alors traquer son activité sur Internet pour collecter des données sur lui. On ne peut pas non plus combiner des données collectées à partir de différentes sources pour créer un espèce de profil un peu générique. La deuxième règle, c'est le droit à l'information de la personne. On doit lui fournir un certain nombre d'informations qui sont extrêmement détaillées par le nouveau règlement européen. Donc, il y a l'identité de la personne qui collecte les données, les informations pour contacter cette personne, pour contacter son DPO, son Data Protection Officer, une espèce de point de référence au sein de l'entreprise pour traiter toutes les questions de données personnelles, la finalité de la collecte, les destinataires, les transferts de données dans d'autres pays si jamais il y en a, la durée de conservation. Le fait que la personne dont on collecte les données a le droit de demander l'accès aux données qui sont collectées, leur modification, leur suppression, le fait qu'il ait le droit de retirer son consentement à n'importe quel moment, qu'il puisse déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle spécialisée, tout ça. Ça me fait penser à... Il y a une personne qui avait demandé à avoir accès à toutes ces données qui avaient été enregistrées, je crois, par un sur opérateur... Facebook. Ouais, c'est un étudiant irlandais, il me semble. Ouais. Alors, tu as ça tous les 1 an ou 2, soit c'est Facebook, soit c'est un opérateur téléphonique, et il se retrouve avec une masse de documents incroyables en nombre de pages. Je crois que c'était vraiment quelque chose d'assez phénoménal. Oui, parce qu'évidemment, il ne facilite pas la façon de retraiter les données là. Donc, quand on voit un bloc de papier, on t'envoie pas on n'a pas un petit tableau sympa. C'est clair. Et enfin, le règlement européen impose qu'à chaque fois que tu reçois une communication de ce genre, tu as le droit de t'opposer à la réutilisation de tes données, quoi. Donc, si je reprends l'exemple de Gilles Lelouch, t'imagines le bordel que ce serait. Donc, ça serait hey, Gilles Lelouch, viens acheter tes slips chez Kiabi. Je sais pas. Mais si tu ne veux plus recevoir ce message, tu peux te désinscrire en contactant l'email. Enfin, tu vois, ça serait infernal. J'ai une vision de Gilles Lelouch en slip là. Donc... Imagine la même scène que celle qu'on vient d'entendre avec Tom Cruise. Ouais. Et t'as genre, hey, Gilles Lelouch, prends une Guinness. Hey, Gilles Lelouch, voilà, machin. Et à chaque fois, tu lui offres la possibilité de se désinscrire. Bon, là, on parle plus de brouhaha, on parle de bordel sonore. Ouais, et puis en termes de faisabilité, on peut se poser quelques questions. Et c'est clair. Très bien. À toi, de ton côté, qu'est-ce que c'était le film dont tu voulais nous parler ? Alors, je reviens aussi en arrière avec iRobot.
film de 2004 avec Will Smith. Ah, Will Smith. Ouais, Will Smith. Et très très bon film en fait. Ah ouais Je l'ai revu exprès Pour les hier, besoins de l'émission. pour les raisons Ah là de là, l'émission, parce que je me quelle rappelle plus conscience très très bien. professionnelle. Et donc en fait, c'est dans un futur relativement proche où se côtoient les voitures autonomes et aussi un certain nombre de robots qui ont pris des postes ou des fonctions qui étaient un peu rébarbatifs pour les humains. Donc on voit des robots qui promènent des chiens, on voit des robots qui jouent le rôle d'assistant, qui assurent la sécurité, qui ramassent les poubelles. Donc c'est assez intéressant de voir aussi la manière dont ça a été conçu et quel boulot il remplace, en tout cas dans cette vision-là. Et manque de bol, bah, on a le meurtre, en tout cas présumé, d'un des fondateurs de cette entreprise qui conçoit les robots. Ok. Et d'un point de vue juridique, c'est rigolo parce qu'on parle souvent de 3 lois qui ont été écrites pour gérer les humanoïdes. Et alors C'est les lois d'Isamov, non? alors je sais plus comment elles s'appellent. Tu crois que c'est les lois d'Isamov? Il me semble, ouais. Ça C'est les vient lois de... qui fondent dans la science-fiction. Oui, voilà, Ouais. c'est ça doit être ça. Et c'est assez vieux, hein, ça date Ouais. de 1940, d'un vieux bouquin. Donc on va les retrouver, je crois que je les ai sous la main. Donc on dit un C'est robot... Asimov. Asimov. Ouais. On a tendance à écorcher les noms, mais on n'est pas loin de la vérité. Alors ces 3 lois, c'est quoi? C'est les robots ne doivent pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passifs, ne doivent pas permettre qu'un être humain soit exposé au danger, première loi. 2e loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la 3e loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la 2e loi. Donc un cercle assez simple, plutôt évidemment qui est destiné à protéger bah, le concepteur. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que l'un des concepteurs avait permis à un de ces robots d'avoir une sorte de conscience, d'avoir des émotions et d'enfreindre ces 3-là dans certaines situations. Et c'est là qu'on voit que le système commence à dériver petit à petit. Donc on sent que derrière tout ça se pose énormément de questions, notamment celle de, en cas d'infraction où un robot est impliqué, qui est responsable? A-t-il une personnalité juridique ou pas? Est-ce qu'on doit se retourner sur le concepteur, la personne qui a programmé? Est-ce que si on reconnaît une personnalité, une responsabilité au robot, comment on indemnise les personnes qui ont pu subir un préjudice? Donc tout un tas de questions qui sont assez intéressantes au passage. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que sur la newsletter Equipio, pour ceux qui y sont inscrits, on a parlé d'une news en Arabie Saoudite où il y a eu un robot qui s'appelle Sophia, le robot, à qui on a octroyé la nationalité saoudienne. J'ai du mal à appréhender qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence. Est-ce que ça donne un droit de vote ou je sais pas quoi. Mais Ils ont dit qu'elle pourrait avoir un passeport, c'est ça? un passeport, ouais. Oui. Je ne sais pas si elle va prendre l'avion demain avec nous. Ouais, mais c'est surtout les réactions que ça a entraîné derrière. C'est ah d'accord, donc on a un robot et on lui donne la nationalité et du coup faut la voiler parce qu'en fait c'est une femme et donc en Arabie Saoudite les femmes doivent être voilées. Donc il y a une espèce comment dire de pensée où on associe le robot à l'humain. On va quand même Ou du extrêmement moins on le loin. compare. C'est-à-dire on essaie toujours de le situer et de se dire bah, si on lui donne ça, et nous aussi comment on se situe par rapport à nos propres droits, nos propres obligations. Et je crois que c'était un peu les débats qu'il y avait eu sur Internet concernant ce sujet. Mais on n'a pas trouvé de Et- source vraiment... De fiable. On ne sait Ouais, pas ouais. si c'est un fake ou pas, mais il y a une vidéo. Du coup, ça semblait plausible, Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Et ben, sur le même sujet, récemment au Parlement européen, on avait posté ça sur la page Facebook d'Equipio. Il y avait eu un séminaire au cours duquel on avait évoqué le droit des robots et la question de la création d'une nouvelle personnalité juridique pour les robots. Alors, est-ce que les règles juridiques qui existent pour les êtres humains s'appliquent telles quelles aux robots ou est-ce qu'on est obligé de créer des règles un peu particulières avec un régime particulier pour encadrer les dommages qu'ils pourraient causer? Donc, il y a des discussions à l'heure actuelle sur Absolument. ce type de sujet. Il y a un très bon post à ce sujet d'ailleurs du Club des juristes qui a écrit 2-3 pages sur notamment le cadre réglementaire existant ou à venir pour les robots. Ils expliquent que selon le droit
le droit actuel, on peut déjà encadrer une certaine partie si on regarde toute la causalité en fait qui peut être étudiée dans le cadre d'une infraction et regarder qui est vraiment responsable. L'auteur de l'infraction. Voilà, et ils étudient plusieurs possibilités, notamment ce que je disais, la personne qui a conçu l'algorithme, le robot en lui-même, la personne qui est opérateur du robot, l'entreprise derrière. Donc il y a un certain nombre de... C'est vrai qu'il existe déjà. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'en matière de nouvelles technologies, on a toujours tendance à dire ah, c'est nouveau, donc du coup, le droit n'est pas adapté ou il y a des trous dans le droit et du coup, c'est un trou juridique. Non, les règles actuelles permettent de couvrir un certain nombre de situations et il faut éviter justement le travers d'adapter, de mettre en place des règles hyper spécifiques pour chaque type de situation, sinon on se Alors, ce retrouve. qui est on se nouveau retrouve pas. en revanche, c'est tout ce qui est machine learning, deep learning et les nouvelles capacités des robots. Dans le cas où le robot devient entre guillemets autonome et qu'il commet une infraction, c'est là qu'on peut se demander est-ce que c'est lui de lui-même qui commet cette infraction avec une certaine conscience, et dans ce cas-là, la répréhension n'est qu'à chercher que de ce côté-là, ou est-ce qu'il faut chercher un lien de causalité un peu plus lointain. Ouais, alors ça, on a l'occasion d'en reparler dans un autre podcast Absolument. sur l'intelligence artificielle. Moi, la seconde œuvre à laquelle j'avais envie de me référer, c'était Mr. Robot. Mr. Robot, c'est une série américaine qui a été créée en 2015 par Sam Esmail avec Rami Malek, qu'on a pu voir dans X-Men notamment, et qui est diffusée en France sur France 2. Cette série, elle parle de Elliot Alderson, qui est un informaticien extrêmement doué, mais qui souffre de syndrome psychiatrique assez lourd. Et du coup, on ne sait jamais s'il est paranoïaque ou si c'est la réalité. La série, elle joue énormément sur les deux tableaux et sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Et en fait, dans sa vie tous les jours, il pirate souvent les comptes sur les réseaux sociaux, un peu dans une logique de cyberjusticier. Et dès le début de la série, il est approché par un certain Mr. Robot, qui est joué par Christian Slater, qui lui propose de se joindre à un groupuscule de hackers qui est appelé F-Society, qui souhaite s'attaquer à E-Corp. E-Corp, c'est un énorme conglomérat qui rappelle Google et qui représente vraiment la multinationale par excellence, celle qui, sous couvert de vendre des biens et des services, réalise des maxi-bénéfices au profit d'une ultra-minorité. Et d'ailleurs, le premier épisode s'ouvre sur cette citation de Elliot Alderson qui parle de « The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission ». Donc c'est vraiment cette espèce de critique. Et à travers E-Corp, oui, c'est vraiment la multinationale. Il y a souvent dans le logo, on retrouve un peu les éléments de Google. Bref, donc là, je vais spoiler un petit peu la première saison. La première saison, elle se termine sur les 2 derniers épisodes sur un hack énorme. Le groupe F-Society arrive à hacker E-Corp. En gros, ils encryptent toutes les données financières d'E-Corp, qui représentent toutes les données bancaires de tous les citoyens du monde, parce que c'est supposé être la banque de référence. Et ils les rendent impossibles à lire et ils suppriment la clé de cryptage. Autrement dit, toutes les données sont complètement foutues. Et ils suppriment toutes les... Tout le monde perd de l'argent instantanément, c'est ça? C'est-à-dire que tu ne perds pas d'argent, mais tu perds l'accès à l'argent. Donc tu ne sais pas combien il y a sur ton compte en banque, Ouais. tu ne peux plus réaliser de La transactions, tu notion ne de peux plus patrimoine retirer. est un peu floutée et tu sais plus où est-ce que tu en es en fait. Exactement. Et du coup, en fait, Ok. tout le système capitaliste tombe par terre. Donc c'est à la fin de la saison 1. Et le début de la saison 2 commence par une enquête qui est lancée en parlant d'un des personnages qui s'appelle Tyrell Willick. Et tu as une scène où Elliot, le personnage principal, se balade dans une maison et tu vois une télé dans un coin qui joue où tu vois un journal télévisé où tu vois Obama qui fait un speech. Et Ah oui. je trouve ça assez intéressant. Du coup, je vous propose d'écouter l'extrait. This is going to be affecting our economy in ways that are extraordinarily significant. The FBI announced today, and we can confirm that Tyrell Wellick and F Society engaged in this attack. They caused a lot of damage. And we will respond. We will respond proportionally, and we'll respond in a place and time in a manner that we choose. It's not something that I will announce here today at a press conference. More broadly, though, this points to the need for us to work with the international community to start setting up some very clear rules of the road in terms of how the internet and cyber operates. Right now, it's sort of the Wild West. And part of the problem is you got weak states
that can engage in these kinds of attacks. You got non-state actors that can do enormous damage. That's part of what makes this issue of cybersecurity so urgent. Alors, c'est vraiment Obama. Hein. Du coup, oui, alors c'est vraiment Obama. Et c'est en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment une conférence de presse qu'il a donnée en 2014. Et je voulais un peu revenir sur cet événement parce que ça a servi... en fait, on n'a pas cet extrait aussi long dans la série. C'est juste vraiment un bout dans lequel ils ont juste rajouté F Society et Tyrell Willick. Et en fait, ça fait écho à ce qui s'est passé en novembre 2014. Donc, le lundi 24 novembre 2014, en allumant leurs ordinateurs, les employés de Sony Pictures Entertainment ont vu apparaître sur leurs ordinateurs une image d'un squelette accompagné d'un message qui était signé #GOP, donc Guardian of Peace, et qui menaçait de dévoiler des informations sensibles si l'entreprise n'accédait pas à leurs requêtes. Sony n'ayant pas accepté le chantage, ils ont publié une partie des 100 téraoctets de données qu'ils avaient hackés sur des sites internet, notamment des sites de téléchargement de vidéos. Et dans les données qu'ils avaient hackées, il y avait des films qui avaient été tournés et qui n'étaient pas encore sortis en salle. Et en complément de cette première fuite, en 2015, tu as une grande partie des données qui ont été publiées, notamment sur Wikileaks. Et Wikileaks avait justifié la publication de ces données dans un communiqué en indiquant que ça fournissait un aperçu rare du fonctionnement d'une firme multinationale et secrète. Du coup, tu avais des échanges d'emails entre salariés, tu avais un peu les contrats des grandes stars, des acteurs américains. Et les membres de GOP, donc le groupe de hackers qui avait pénétré dans les systèmes de Sony, en décembre 2014, ils avaient publié des messages sur des sites comme Pastebin qui permettaient de garantir l'anonymat des contributeurs, en disant: nous sommes une organisation internationale qui inclut des célébrités issues des milieux politiques et de plusieurs pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Nous ne sommes pas contrôlés par un État. Notre cible n'est pas le film The Interview, comme le laisse entendre Sony Pictures. Et alors, en fait, ce qui nous amène à parler de The Interview, qui en français s'appelait L'interview qui tue. Et c'était un film parodique qui était censé se dérouler en Corée du Nord et qui était réalisé par Seth Rogen et James Franco et qui était produit par Sony Pictures. Et quand en fait, il y a commencé à avoir un peu de communication autour de ce film, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait réagi vivement en demandant même à l'ONU de sévir contre James Franco et Seth Rogen en disant que c'était des cinéastes vulgaires appâtés par quelques dollars et qui avaient sali la dignité et la conscience du cinéma. Il y avait même des menaces d'attentats contre les salles de cinéma qui devaient diffuser le film. Il a été distribué finalement ou Il a été distribué, en revanche, ils ont suspendu sa sortie parce que justement il y a eu le hack. Ça a été très court en fait. Ouais, il y a eu le hack qui est intervenu et du coup ils ont annulé la sortie en salle. Et du coup, alors, je ne sais plus si ça a été repoussé ou c'est sorti directement en DVD ou en VOD. Tout ce que sais-je, c'est que du coup ça a créé un énorme buzz et que tout le monde l'a regardé. A voulu le télécharger. Mais surtout la conclusion c'était: ce film est pourri. Je l'ai pas vu. J'ai pas regardé non plus. Ça avait l'air potache, mais ça avait l'air nul. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que le FBI avait mené une enquête et ils avaient noté un degré de sophistication de l'attaque extrêmement élevé. En fait, c'était un malware, c'est donc un logiciel qui s'installe sur un système informatique à l'insu de l'utilisateur, qui n'avait pas été détecté par les équipes de sécurité de Sony et ça a rendu le système complètement inutilisable et ça a envolé un nombre de données incroyable. Ils ont noté que dans la méthodologie, c'était vraiment un crime planifié, mené par un groupe organisé. Et en fait, ils ont remonté la piste et ils expliquaient, il y avait un faisceau d'indices qui laissait entendre que c'était une attaque parrainée par un État. Et ensuite, ils ont directement accusé la Corée du Nord. Et justement, la conférence de presse d'Obama, qui est réutilisée dans Mr. Robot, c'est cette fameuse conférence de presse où il dit, voilà, c'est un État voyou, la Corée du Nord, c'est eux qui sont derrière tout ça. Moi, je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'il y a vraiment cette logique de montrer la difficulté de se faire une opinion quand tu es complètement extérieur au fait, où vraiment la presse te dit c'est la Corée du Nord, la Corée du Nord te dit nous on n'a rien à voir à ça, et toi tu es là, tu fais mais comment je peux me faire une opinion un peu fiable. Et il y avait un autre point qui me semblait intéressant, c'était à la fin, dans le speech d'Obama, il explique qu'ils vont faire une réponse proportionnée, une réponse adaptée, mais qu'ils ne communiqueront pas dessus. Et en fait, on est en 2017, j'ai aucune idée de ce qu'a pu être cette fameuse réponse. Est-ce qu'il y a une contre-attaque menée par les États-Unis ? Est-ce qu'au contraire, c'était juste un effet de bluff et ils ont crié on va vous taper dessus et il n'y a rien eu derrière ? C'est assez difficile. C'est assez énigmatique, effectivement. Ouais. Mais pour le coup, c'est le plus gros hack informatique de ces dernières années. On en a beaucoup parlé à l'époque, effectivement. Voilà. Autre film que j'avais dans la poche, je pensais à Ex Machina,
Alors c'est vraiment un petit film, mais qui a quand même fait pas mal parler de lui en 2014, et qui traite encore une fois des humanoïdes, des robots, de l'intelligence artificielle. Et alors moi, il y avait vraiment une scène, qui m'avait pas mal inspiré. Alors il faut savoir, en fait, c'est l'histoire, parce que tu je crois que tu avais pas vu ce Je ne connais film. pas, je ne connais pas. C'est un stagiaire d'une grosse boîte encore qui peut être assimilé à du Google, à vraiment, multinationale, qui a beaucoup de pouvoir sur internet et le fondateur, invite, un jeune stagiaire de l'équipe de son entreprise à venir le rejoindre chez lui pour, tester, le niveau, d'intelligence et l'existence ou non d'une conscience d'un robot qu'il a créé et qui est donc doté d'une intelligence artificielle. Et petit à petit, on s'aperçoit que, le robot essaye un petit peu de séduire ce stagiaire-là et à un moment, le créateur lui explique, en fait, il a été créé en fonction de tes recherches à toi sur, le moteur que j'ai moi-même conçu. Donc c'est, un petit peu une démonstration de force de toutes les données qui sont personnelles, et qui sont analysées pour être exploitées après, pour créer une intelligence artificielle qui comprend vraiment son interlocuteur et qui peut réagir et le séduire et en faire quelque chose. Donc c'était un point qui était plutôt intéressant. Du coup, je balance l'extrait. On y va. The challenge is not to act automatically. It's to find an action that is not automatic, from painting to breathing to talking to fucking to falling in love. Ok. Alors dans cet extrait très, très court, c'est le créateur qui parle et il explique en gros qu'est-ce que c'est l'ultime, intelligence qu'il pourrait potentiellement concevoir et tu vois, aujourd'hui, on parlait de chatbot et on dit souvent c'est des réponses prédéterminées d'un agent conversationnel. Lui, il explique vraiment l'ultime intelligence, c'est on est entre l'intuition, la créativité et vraiment, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'humain, où on parle de spontanéité, notamment dans la peinture et les arts un petit peu graphiques. Et c'est à ça qu'il compare son œuvre, en fait. D'accord. Bon, bah, Je te conseille ce film. ok, je regarderai avec impatience. Prochain film. Moi, de mon côté, je te laisse la main sur ce coup. Alors, on va terminer avec un film qu'on a vu tous les deux, qui s'appelle Her, sorti en 2013. Alors, on m'a reproché qu'en tant que Français, on prononçait extrêmement mal tout ce qui était accent, donc du coup, c'est Her. Her, Joaquin Phoenix, by Spike Jonze. Et Scarlett Johansson. Ah oui, qui fait la voix Ah bah oui. sensuelle d'une intelligence artificielle, Ouais. que côtoie Joaquin Phoenix. Il est en pleine session de divorce, donc il est en crise un petit peu, il est en dépression. Et on lui propose de discuter avec Scarlett Johansson, qui n'est rien d'autre qu'un robot, Qu'un algorithme, en fait. qu'un algorithme. Parce que c'est accessible sur son téléphone, sur Et son petit ordinateur. à petit, il se lie quand même d'une relation qui est en fait assez sincère avec cet algorithme. Et on a un petit extrait justement où Joaquin Phoenix retrouve sa future, Non, son ex-femme. son ex-femme. Ouais. Il est en train de signer les papiers du divorce et il explique sa nouvelle relation avec Scarlett Johansson. On écoute ça tout de suite. So what's she like? Well, her name's Samantha, and she's an operating system. She's really complex and interesting. And Wait, it's only been a few. I'm sorry. You're dating your computer? No, she's not just a computer. She's her own person. And she doesn't just do whatever I say. I didn't say that. But it does make me very sad that you can't handle real emotions, Theodore. They are real emotions. How would you know what... Alors dans cet extrait, c'est sympa parce qu'on voit vraiment la réaction de Rooney Mara en direct, qui apprend que son époux, c'est vraiment lié un petit peu d'amitié ou d'amour vis-à-vis d'un système d'exploitation un peu intelligent.
Ouais, complètement artificiel. Effectivement, il y a, la force de ce film, c'est vraiment de laisser la porte ouverte au spectateur en se disant est-ce que je suis moi-même capable de m'attacher à quelque chose de totalement fake. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies qu'on a, on a le Google Home, on a Echo, la plateforme d'Amazon, où commence à avoir des vraies interactions avec des objets connectés et du coup avec des voix derrière qu'on peut customiser, créer une vraie personnalité. Ouais, transmettre de l'émotion. Exactement, c'est un vecteur d'émotion à travers des objets qui, au contraire, sont extrêmement froids, extrêmement quelconques. Et ce film, ça met le doigt sur quelque chose d'assez sensible. D'ailleurs, c'est assez ironique parce que je crois qu'à la fin du film, alors on spoil un peu, mais il date un petit peu maintenant. On spoil complètement. On spoil un petit peu, mais à la fin du film, entre guillemets, il se fait larguer par Scarlett Johansson qui va voir d'autres personnes et qui discute avec d'autres gens. Donc il se sent plus trompe avec d'autres algorithmes. Ah voilà. Et je crois que c'est parce que aussi elle évolue beaucoup plus vite qu'un humain évolue. Et dans son évolution, elle tente d'autres expériences avec d'autres personnes. Ok, bon ben voilà, on vous recommande en tout cas tous ces films. Désolé pour l'effet de surprise, vous l'aurez pas forcément à cause de nous, mais il y aura beaucoup de spoil. On le mettra dans la description du podcast, que ce soit sur une newsletter ou sur les réseaux sociaux. Et on mettra le lien également que tu citais concernant le Parlement européen. Et les discussions qu'il y a eu pour le republier, parce qu'on l'a déjà publié sur Facebook. Effectivement, notre gestion des réseaux sociaux, pour l'instant, on tâtonne un petit peu, mais on s'organise au fur et à mesure. Amateur, mais on progresse. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous laissent des messages ou qui nous envoient des messages. On n'est pas toujours super réactifs parce qu'on découvre un petit peu toutes les fonctionnalités des pages Facebook. On s'est rendu compte qu'on avait effectivement une boîte de réception, donc on va répondre aux gens qui nous ont envoyé des messages. Mais en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. On vous remercie. N'hésitez pas à partager nos contenus si ils vous intéressent, à en parler autour de vous et à dire de s'inscrire à notre newsletter. Ça nous fait très plaisir. Absolument. Et on n'hésitera pas à vous répondre. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit dans une semaine. En attendant, rendez-vous sur equipio.com dans la partie podcast pour accéder à toutes les références que nous citons. Nous accueillerons vos commentaires avec bienveillance pour que le prochain épisode soit encore meilleur. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. À bientôt!